Et bonsoir. Je vais essayer de vous relater aussi rapidement que possible, parce que je crois que le plus intéressant, ce sera vos questions et le débat avec la salle. Vous relater ce qui, dans les dernières années, et principalement au cours des mandats de Lula au Brésil, ce qui s'est passé sur la propriété foncière. Ça a à voir avec ce que vous venez de voir comme film, à savoir la situation des Indiens par rapport à la propriété foncière, bien sûr, mais je vais me permettre de garder une position plutôt générale et je n'évoquerai pas vraiment la question des Indiens, je pense que ce sera évoqué plus tard. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est que malgré la présence d'un gouvernement Lula pendant deux mandats, la situation foncière ne s'est guère modifiée et on peut dire que la réforme agraire dont on parle, qui est souvent reprise médiatiquement, cette réforme agraire qui est appelée par beaucoup de Brésiliens, pas seulement des paysans, mais des personnes qui appartiennent à la société civile, indépendamment de leur position professionnelle, cette réforme agraire n'est pas malheureusement avenue. Parce que l'histoire foncière du Brésil, c'est l'histoire du monopole foncier. D'un monopole foncier qui est resté entre les mains d'une minorité depuis la colonisation. Alors, je ne vais pas faire ici l'histoire foncière du Brésil, mais sachez que les choses se sont établies au XVIe siècle et que, sous différentes formes, elles se sont prolongées jusqu'à maintenant. En disant où on en est maintenant, on ne peut pas ne pas évoquer les événements politiques qui sont produits dans les derniers mois. Et le tournant politique qui a été pris est un tournant qui, de mon point de vue, va être très défavorable pour les paysans en général au Brésil. À la fois pour la réforme agraire, qui va certainement réforme agraire entre guillemets, je répète, mais enfin des expropriations qui vont certainement se ralentir beaucoup. Un ministère qui était le ministère qui s'occupait des paysans, qui s'appelait le ministère du développement agraire, a été supprimé par Temer. Donc déjà là, il y a une manifestation politique très claire. Et puis d'autres programmes qui sont des programmes notamment sur la commercialisation et d'autres programmes de subvention qui étaient favorables aux paysans pauvres ont été également supprimés. Et donc je pense que les premiers signes, après quelques mois seulement de la présence du nouveau gouvernement avec Temer à sa tête, sont malheureusement des indications néfastes pour la suite concernant les paysans au Brésil. Je vous remercie. Aujourd'hui, 14% du territoire brésilien est composé par ce que nous appelons des territoires autochtones, c'est-à-dire des terres qui sont réservées aux peuples autochtones. Alors que les autochtones qui vivent dans les réserves des Indiens, ils sont 520 000. L'idée, donc, très répandue, c'est qu'il y a trop de terres pour très peu d'Indiens. Effectivement, si on fait une ratio, si on divise la surface des territoires autochtones, c'est 14% du territoire brésilien, on va trouver une ratio de 0,5 personnes par kilomètre carré. C'est une distorsion, ces chiffres que je vous propose, parce qu'il y a des terres autochtones qui se situent en Amazonie qui sont beaucoup plus vastes que les terres situées en dehors de l'Amazonie, où est concentrée la plupart de la population amérindienne. Mais ça, c'est pour généraliser, pour vous donner une généralisation, j'ai une idée qui est assez ancrée, comme je dis, dans la société brésilienne. Si nous prenons les standards européens d'occupation du territoire, donc les rapports occidentaux, disons, au territoire, où nous devons exploiter les territoires, nous devons développer les territoires et en tirer des richesses, effectivement, c'est trop de terres pour très peu de personnes, c'est 0,5 personnes par kilomètre carré. En revanche, si nous appliquons ces mêmes raisonnements aux grands propriétaires fonciers qui existent au Brésil, si nous prenons par exemple les 30 plus grands propriétaires fonciers au Brésil, qui détiennent une surface d'à peu près 28 millions d'hectares de terre,
et nous faisons le même calcul, on va tomber sur une ratio de 0,0001 personne par kilomètre carré. Donc nous voyons très bien cette différence de ratio qui dispose de trop de terres pour très peu de personnes. Et l'argument qu'on va avancer pour soutenir cette situation, c'est que justement que les Indiens, les Amérindiens, sont un obstacle au développement. Ça, c'est une idée très courante au Brésil. D'ailleurs, ce n'est pas un apanage du Brésil, malheureusement. Dans plusieurs pays du monde ou des contextes qui connaissent des populations autochtones, cet argument est souvent fréquemment avancé. Que les autochtones sont un obstacle au développement. Et je pense que si nous pensons au développement, effectivement, comme la surexploitation des ressources naturelles, du consumérisme en conséquent, des précarisations des rapports de travail, etc. Je pense que là, oui, c'est ça le développement. Les Amérindiens, effectivement, sont contre le développement, sont un obstacle. Heureusement, ils sont un obstacle au développement. Pour revenir au film rapidement, je voudrais juste parler d'une situation qui est assez courante, parce que la plupart des peuples autochtones, au Brésil, nous avons 263 peuples autochtones, 263 différentes cultures autochtones. Et la plupart sont des petites communautés. Là, vous avez un exemple dans ce dernier film, d'une très petite communauté composée par 18 personnes. Ces personnes, donc, ces Indiens, doivent non seulement lutter pour garder leur territoire, et vous imaginez la pression politique d'une décision du gouvernement de démarquer une terre pour 18 personnes, et qui sont vus comme plus ou moins autochtones, c'est-à-dire ils ne sont pas vraiment des Indiens pour la population environnante. Imaginez donc les pas politiques. Et ces personnes, ces groupes d'Indiens avacanoïdes doivent non seulement lutter donc, pour garder leur territoire, mais pour garder surtout leur identité. Les avacanoïdes ont perdu la plupart de leur culture matérielle. On voit ça très bien dans les films quand ils essayent de faire de la peinture, ils ne savent plus comment le faire. Les seuls qui se souviennent encore de cette culture de peinture corporelle, c'est le patriarche qui est mort l'année dernière. Et donc, ces personnes sont un peu perdues depuis quelques temps, depuis leur capture, depuis leur fixation, pour savoir qu'est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils vont réussir à garder encore leur culture avacanoïde, une culture qui a été largement perdue déjà, et qui a encore des bribes, mais qu'ils essayent de réinterpréter à la façon. Ça, c'est très intéressant comment la culture amérindienne est encore en train de se transformer. Et c'est une preuve, à mon avis, que la culture autochtone est toujours vivante, parce qu'elle est capable de se transformer, de s'adapter, comme toute culture vivante. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour passer la parole au public, comme ça nous aurons un temps de débat. La question serait, est-ce qu'en fait, pour les Brésiliens, finalement, les Indiens constituent un problème résiduel dans l'économie du XXIe siècle de ce pays, face aux problèmes, effectivement, des terres agricoles, face à l'industrialisation et face aux problèmes urbains? Je pense que d'abord, les Brésiliens, est-ce que ça existe? Les Brésiliens, s'ils ont une conscience des peuples autochtones, je ne saurais pas répondre à la question comme ça. Je ne sais pas dire si les Français ont une conscience d'une telle chose. Donc je pense que ça varie d'un endroit à l'autre. Il y a des régions où la population est plus en contact, plus fréquent avec des peuples autochtones, alors que dans des grands centres urbains, la question est, j'imagine, comme vous dites, résiduelle, effectivement. À part cela, je pense que la culture autochtone, déjà, je pense qu'il faut interroger ce nom. Qu'est-ce que c'est un autochtone? Qu'est-ce que c'est un Indien? Qu'est-ce que c'est un Amérindien? On appelle une multiplicité de cultures différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres par le même nom. Ce sont des situations très hétérogènes. Entre les avacanoïdes, qui sont 18, et les Yanomami, qui sont 32 000, et qui disposent d'une immense réserve, il y a une grande différence. Entre les Guarani, qui ont une réserve au plein cœur de la ville de São Paulo, et qui vont à la banque, qui vont faire des courses au supermarché, vont à l'école, et des Indiens qui sont encore en situation d'isolement volontaire. Donc la situation, ça n'a rien à voir. Et entre ces deux extrêmes, il y a toute une variété de situations qui sont très, très hétérogènes. On a une tendance à penser les Indiens comme des victimes
comme des êtres passifs, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, c'est intéressant comme les visions autochtones, les discours autochtones du contact est très intéressant parce qu'ils ne se passent pas du tout comme des victimes. On souffre beaucoup de violence, on souffre beaucoup, mais nous ne sommes pas des simples victimes. On lutte, on interprète, on sait articuler une pensée critique sur ce qui est en train de nous arriver. Parce qu'on voit notamment au début du film les versions divergentes sur l'histoire de la communauté, celle donnée par la FNAI et celle du patriarche. J'aurais voulu savoir si vous pouviez revenir un peu sur cette ambiguïté qui semble un peu constitutive de l'institution. La FNAI est constitutive de l'institution, pour reprendre vos mots. Concernant les films, on voit les techniques de la FNAI pour attirer les Indiens, c'est-à-dire on va mettre des miroirs, des couteaux pour les attirer. Là, en l'occurrence, dans ce cas précis, c'était une technique très violente et qui a causé des effets très négatifs sur la population, mais qui à l'époque était bien intentionnée, parce que il faut savoir qu'à cette époque-là, les Avacanoïdes étaient en train d'être décimés, attaqués par les personnes qui voulaient conquérir cet espace pour faire de l'élevage de bétail. Et ce qui a déclenché cette décision de prendre contact avec les Avacanoïdes et carrément de les capturer, ça a été l'assassinat d'un village avacanoïde où 15 personnes ont été assassinées. Pour vous donner une idée de la complexité de la situation de la FNAI. Aujourd'hui, la FNAI, comme toute institution, elle fait de bonnes choses et fait de mauvaises choses. Il faut savoir que depuis le début du gouvernement Dilma Rousseff, la FNAI n'a eu aucun président. La présidence est vide. On a des présidents intérimaires qui restent quelques mois, qui sont nommés et qui démissionnent ensuite en protestation. Dilma Rousseff, par exemple, était la seule présidente du Brésil depuis l'ouverture démocratique à ne pas avoir reçu des représentants autochtones. Dilma refusait toujours de les recevoir. Et la FNAI s'est vidée de son essence. Il y a des coupures budgétaires qui ne permettent pas à la FNAI d'accomplir son rôle finalement. Parce qu'imaginez aider une communauté de 30 000 personnes sur un territoire qui fait la taille de la Belgique, quand on n'a que 3 employés, qui n'ont pas d'essence pour mettre sur le bateau, c'est très compliqué. Une des grosses difficultés que rencontrent les Indiens pour se faire reconnaître et faire reconnaître leurs droits, c'est que l'opinion publique brésilienne les ignore carrément, quasiment, ou les considère comme n'ayant pas eu de grande importance. Et bon, déjà, la population indienne du Brésil est faible. Ça représente, les Indiens, ils représentent une personne sur 230 ou 240, si je me souviens bien, brésiliens. Donc ils sont très très minoritaires. Et puis, ils n'ont pas l'organisation que pouvaient avoir ou qu'avaient les Indiens des Andes ou ceux du Guatemala ou ceux du Mexique, qui étaient des pays, des peuples qui s'étaient organisés, qui avaient une organisation politique, qui avaient construit des bâtiments, qui avaient une culture très, très forte, qu'on va encore visiter maintenant. Les Indiens du Brésil, c'était des gens qui vivaient en gros à l'âge de pierre, quand les Portugais sont arrivés. C'était des tribus qui étaient éparses dans tout le Brésil, il y en avait 5-6 millions à peu près, c'est ce qu'on estime. Et ils n'étaient pas du tout organisés. Si bien que quand les Portugais sont arrivés, la culture indienne, elle a volé en éclats. Ils n'étaient pas du tout préparés à ce contact. Et cette cette mauvaise considération des Indiens est elle est courante au Brésil. Le Brésilien, habituellement, bon, les Indiens, bon, voilà, ils n'en tiennent pas beaucoup compte. Il y a une minorité qui, elle, est très consciente de ce qu'ils représentent, de la valeur de leur culture, de la valeur qu'ils représentent pour protéger l'environnement, mais c'est une petite minorité de Brésiliens qui est dans ce cas-là. Je dirais que les Indiens sont mieux défendus en Europe ou aux États-Unis qu'au Brésil lui-même. Juste pour compléter, juste une minute pour compléter. Je pense que les Européens aiment bien défendre justement les Amérindiens du Brésil, alors qu'on ignore les Amérindiens
des pays européens. En France, par exemple, les sénateurs et députés de la Guyane essayent de faire de sorte que la France ratifie, par exemple, la Convention 569 de l'OIT, alors que la France refuse de reconnaître justement l'existence des peuples autochtones dans les territoires d'outre-mer. Il y a un statut un peu particulier pour les Kanaks en Nouvelle-Calédonie, mais à part la Nouvelle-Calédonie, la situation en France est encore très précaire par rapport aux peuples autochtones français. Les Bretons. Bon, vous avez accompagné, je ne sais pas si vous avez accompagné toute la question en France sur la ratification de la Charte européenne de langue régionale et minoritaire. La France s'est refusée constamment à signer une charte parce que il n'y a qu'un seul peuple français. Donc. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je pense que nous pouvons donc finir la séance. Bon, merci beaucoup d'être resté jusqu'à ce moment. Ah, pardon. Seulement un petit mot pour vous dire que donc, je me suis présenté comme membre de l'association Frères des Hommes. J'ai mis une petite documentation sur l'association sur une table à la sortie. Si vous voulez prendre des documents, n'hésitez pas.